Aujourd'hui, nous avons une interview exclusive avec Herbert Hoover, président des États-Unis pendant la Grande Dépression. Nous allons explorer ce qui a mené à la crise de 1929 aux États-Unis, ses conséquences et pourquoi ces efforts pour résoudre la crise n'ont pas suffi. Monsieur Hoover, avant de commencer, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas bien Gordon? Qui connaissent pas bien votre parcours? Bien sûr. Avant de devenir président en 1929, j'ai eu une carrière variée. Né en 1874, j'ai d'abord étudié l'ingénierie minière, ce qui m'a permis de travailler à l'international. Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai dirigé des efforts humanitaires en assurant des approvisionnements alimentaires en Europe. Cela m'a valu une réputation de gestionnaire compétent et j'ai servi comme secrétaire au commerce avant de devenir le 31e président des États-Unis. Un parcours impressionnant, effectivement. Commençons par les années 1920. Ces années ont souvent été décrites comme une période de prospérité sans précédent aux États-Unis. Comment décririez-vous cette époque? Les années 1920, ou années folles, étaient effectivement marquées par une croissance rapide, mais sur des bases instables. Le boom industriel, en particulier dans le secteur de l'automobile avec Henry Ford, a transformé l'économie américaine. Le crédit était facile, les gens empruntaient pour acheter des actions ou des biens de consommation, et cela a créé une économie artificiellement gonflée. Vous pensez donc que cette prospérité cachait déjà les germes de la crise à venir? Oui, la surproduction était une réelle menace. L'agriculture souffrait, les prix étaient bas et les industries produisaient plus que ce que le marché pouvait absorber. L'immobilier en Floride a aussi connu une bulle spéculative qui a éclaté dès 1926. Les excès, notamment à Wall Street, ont amplifié cette fragilité. Puis vient 1929, le krach boursier en octobre, et tout s'effondre. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? Le krach de Wall Street a été un choc pour beaucoup. Mais au début, nous pensions que ce n'était qu'une correction passagère. Les bourses avaient déjà connu des fluctuations, et beaucoup pensaient que le marché allait se rétablir. Mais la chute a été plus profonde que prévu, et elle s'est rapidement étendue au système bancaire et au reste de l'économie. Vous pensiez donc que le marché se régulerait de lui-même. Pourquoi cette approche n'a-t-elle pas fonctionné? À l'époque, l'idée dominante était que le marché devait s'autoréguler. J'ai cru que l'économie pourrait se rétablir sans une intervention massive de l'État. Cependant, la crise a révélé des vulnérabilités structurelles bien plus graves que ce que nous avions anticipé. Malgré vos efforts, la situation a empiré. Le chômage a explosé, des millions de personnes ont perdu leur emploi et les banques ont fait faillite. Pourquoi vos politiques n'ont-elles pas réussi à enrayer la crise? J'étais fermement convaincu que l'État ne devait pas intervenir massivement. J'ai encouragé les entreprises à maintenir les emplois. J'ai demandé aux États et aux municipalités d'agir, mais cela n'a pas suffi. La crise était trop profonde et mes initiatives arrivaient trop tard. Certains disent que vous auriez dû agir plus rapidement et plus fermement. Pourquoi avez-vous été si réticent à augmenter les dépenses publiques? Je croyais profondément dans l'autonomie des entreprises privées et des collectivités locales. J'ai pensé que l'intervention directe du gouvernement fédéral dans l'économie serait une atteinte à la liberté individuelle. Mais je reconnais maintenant que cela a limité notre capacité à répondre efficacement à la crise. En 1932, vous avez créé la Reconstruction Finance Corporation, qui était censée aider les banques et les entreprises en difficulté. Pourquoi cette initiative n'a-t-elle pas suffi? La RFC était une tentative de stabiliser les institutions financières, mais elle est arrivée trop tard. À ce moment-là, la crise avait déjà fait beaucoup de dégâts et la confiance du public dans le système financier était ébranlée. De plus, la RFC n'a pas réussi à soutenir directement les citoyens ordinaires ou les petites entreprises. Donc, en quelque sorte, c'était trop peu, trop tard? Oui, c'est une manière de le dire. Les mesures que nous avons prises n'étaient tout simplement pas à la hauteur de l'ampleur de la crise. Le krach boursier a déclenché une dépression qui a touché des millions de personnes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets des conséquences de cette crise sur la vie quotidienne des Américains? Bien sûr, après le krach, la production industrielle a chuté de près de 50% et les fermetures d'usines se sont multipliées. Le chômage a grimpé en flèche, atteignant près de 25% de la population active,
ce qui signifie que des millions de familles se retrouvaient sans revenus. Des milliers de banques ont fait faillite, emportant avec elles les économies de toute une vie de citoyens ordinaires. Dans certaines régions, les habitants ont formé des Hoovervilles, des bidonvilles construites avec des matériaux de récupération pour survivre. C'est Hooverville, c'était ironique, non? Ils portent votre nom et symbolisent l'échec du gouvernement à aider les plus démunis. Oui, c'était un terme amer utilisé par ceux qui souffraient. C'était le symbole de la détresse sociale que nous n'avions pas su enrayer à temps. En 1932, Roosevelt arrive au pouvoir avec des idées très différentes des vôtres, notamment son célèbre New Deal. Qu'avez-vous pensé de sa réponse à la crise? Le New Deal a été un changement radical. Roosevelt croyait en une intervention massive de l'État dans l'économie, une idée que je n'ai jamais partagée. Je pensais qu'une telle ingérence déformerait notre système capitaliste. Cependant, je dois reconnaître que le peuple américain voulait une réponse plus énergique et Roosevelt a su répondre à cette attente. Vous aviez une vision différente, mais beaucoup considèrent aujourd'hui le New Deal comme ayant sauvé l'économie américaine. Qu'en pensez-vous avec le recul? Je comprends pourquoi on le dit, mais je pense toujours que certaines des réformes du New Deal étaient excessives et ont laissé un héritage de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Néanmoins, je reconnais que Roosevelt a redonné espoir à un moment où la nation en avait cruellement besoin. En rétrospective, quelles leçons tirez-vous de votre gestion de la crise? Que feriez-vous différemment si vous aviez une nouvelle chance? Si je devais recommencer, j'aurais agi plus vite et de manière plus décisive. J'aurais investi davantage dans des programmes de travaux publics dès le début et mis en place des mesures de protection sociale plus rapidement. J'ai trop attendu que le marché se rétablisse de lui-même. Et en ce qui concerne votre héritage, comment aimeriez-vous que l'histoire se souvienne de vous? J'espère être vu comme un homme qui a essayé de préserver les principes fondamentaux du capitalisme et de la liberté individuelle, même dans un contexte de crise. J'ai fait des erreurs, mais j'étais animé par la conviction que l'économie de marché pouvait s'autoréguler. Merci beaucoup, Monsieur Hoover, pour cet entretien. C'était fascinant de revenir sur une période aussi complexe de l'histoire économique américaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Rencontres avec l'Histoire pour d'autres discussions passionnantes avec les grandes figures du passé. À très vite pour une nouvelle vidéo.